et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Nous sommes bien évidemment en direct, nous sommes le 14 décembre 2024, passé un vendredi 13 qui nous a réservé bien des surprises. On va en parler dans un instant, mais d'abord, bien sûr, les remerciements d'usage. Arnaud à la technique, bonjour, salut Arnaud. Patrice, bien fidèle au poste, au standard, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous pouvez passer vos courriels électroniques, mais aussi vos coups de fil pour nous interpeller durant cette émission et interpeller notre principal invité que je vais vous présenter dans un instant. Lara, qui, vous l'avais promis la semaine dernière, ça faisait 2 semaines, 3 semaines qu'elle n'était plus là. La semaine dernière, elle était intervenue, mais en distanciel. Eh bien, cette fois-ci, et c'est d'ailleurs la seule qui est dans cette situation avec moi-même, dans le studio, elle est là, présente. Bonjour Lara, et bienvenue dans ce libre journal. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver sur cette antenne. Et oui, et puis c'est à la fois Radio Courtoisie et une émission de géopolitique profonde, ce qui ne devrait pas trop vous dépayser, puisque je crois qu'on vous retrouve dorénavant... dans une nocturne. Dans une nocturne, ça s'appelle Un soir avec Lara. Exactement. C'est pas Un soir Lara. Mais c'est un petit clin d'œil quand même. C'est un clin d'œil, absolument. Très très bien. Et donc ça c'est sur géopolitique profonde le soir à partir de 22h. Exactement. Ça dure à peu près 1 heure, un entretien. C'est pas à peu près, c'est exactement 1 heure. Vous êtes plus précise que moi. Hein. Oui, je tiens à une précision et un cadre vraiment bien défini. Ce sont des entretiens qui sont face à face sur des sujets maintenant de politique. J'ai tenté quelques émissions culturelles, mais il me semble que notre public est vraiment très, très... était pris par la politique, donc je reviens. C'est une passion française on peut déplorer l'abstention, souvent très importante. Mais pas le désintérêt. Mais pas le désintérêt, voilà. Par leur abstention, ils montrent encore plus, parfois, certains tout du moins, leur intérêt, par leur colère qu'ils ne savent plus comment exprimer. Alors certains l'expriment en se réfugiant dans l'abstention, d'autres... en manifestant dans les rues. Mais il est vrai que, et si le désespoir, surtout ici, sous certains auspices de Radio Courtoisie, on sait combien le désespoir est à bannir, en politique tout du moins, mais néanmoins, il y a indéniablement une certaine forme de désespérance politique en France aujourd'hui, et ce n'est pas la séquence d'hier, de nomination d'hier et d'avant-hier, de nomination du nouveau Premier ministre après la censure du commissaire Barnier. D'ailleurs, goûtons quand même notre plaisir. Moi, je ne sais pas si d'ailleurs je l'ai suffisamment exprimé, mais j'avoue qu'en tant que gaulliste, en ce qui me concerne, attaché à la souveraineté nationale, la souveraineté tout court, je souhaite que la France recouvre très rapidement maintenant sa souveraineté, car cette perte de souveraineté nous a ruinés, risque jusqu'à aboutir peut-être à la disparition institutionnelle de la France, si les choses continuent ainsi. N'est-ce pas d'ailleurs une idée sous-jacente derrière ce spectacle d'ombre, c'est-à-dire convaincre les Français que finalement, a-t-on réellement besoin d'un gouvernement ? A-t-on réellement besoin d'un président en France ? Ne faudrait-il pas se fondre dès à présent dans une Europe intégrée, une Europe qui décidera à notre place? C'est exactement ce qu'a fait il y a quelques jours Madame van der Leyen en Uruguay, je crois, pour signer, contre l'avis d'un certain nombre de membres, et pas des moindres, de l'Union européenne, le fameux traité de libre-échange entre l'Europe et une partie de l'Amérique latine, le Mercosur. Alors... vous voulez dire quelque chose, Lara, sur ce sujet ? Je voudrais rajouter, mais a-t-on vraiment besoin des élections ? C'est ce qu'on essaye de nous faire aussi comprendre. Quand on vote forcément mal. Parce que, a-t-on besoin d'un peuple ? A-t-on besoin d'un État ? Enfin, tout
tout est mis en question. Enfin, regardez ce qui se passe en Roumanie, regardez ce qui se passe en Géorgie. Alors, rappelez ce qui se passe peut-être en Roumanie, Lara. Il y a une élection qui a été retoquée par leur Conseil constitutionnel parce que, soi-disant, il y a eu des ingérences, attention, d'Instagram et de TikTok. TikTok surtout. TikTok. Donc, c'est donc... Il n'y a pas de cadre posé pour les élections. D'ailleurs, ce que j'en sais sur les réseaux sociaux, il y a quelques petites lignes qui concernent la non-publication pendant le temps de silence. Mais il n'y a pas d'autres éléments. Par exemple, en France, vous pouvez faire ce que vous voulez sur les réseaux sociaux pendant la campagne électorale. Et là, tout à coup, on met en cause un réseau social qui est géré... c'est la Cour de justice. Oui. Enfin, c'est un coup d'État judiciaire, en quelque sorte. C'est le coup d'État des juges. Contre la démocratie, tout court. Mais respectant le sacro-saint État de droit. Et oui. Sauvons la démocratie en abolissant la démocratie. Tiens, en parlant de ceux qui veulent remettre en cause, paraît-il, le sacré de l'état de droit, c'est ventre à terre qu'il s'est rendu chez le nouveau locataire de Matignon pour quémander de conserver son marocain. Hein, oui. Le fameux l'homme au cou de menton. Oui, le très. Un retaillot dont on rappelle quand même qu'à l'origine, il avait été... distingué après avoir été distingué par le vicomte Philippe de Villiers en sa Vendée, beau et jeune cavalier galopant, il en avait fait son dauphin, et bien sûr le dauphin a vite fait de trahir. Mais il en a tellement Philippe de choses en commun avec Bayrou. Mais Nicolas, les trahisons, ils ont ça en commun, donc ils vont s'entendre, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'ils s'entendront très bien. Oui, ils s'entendront, hein, les traîtres, Voilà, Alors, François Bayrou, en effet... on finit une soirée en se disant, et même une matinée, pardon, reçue pendant plus d'1h30. C'était donc hier. François Bayrou, il en ressort furibard par la porte de derrière du champ du Coq. Hein. C'est parfait, ce genre de sortie pour les traîtres. Ça rappelle la trahison de Pierre, évidemment. Il est furieux. Parce que, évidemment, Emmanuel Macron vient de lui expliquer pendant 1h30, alors que l'autre attend ça depuis des années, en tout cas depuis 7 ans, où il a vraiment mouillé la chemise pour aider à l'élection d'Emmanuel Macron. Il a eu quelques déboires judiciaires, hein, rappelons-le. Alors, oui. Il a été empêché. Mais il s'en est bien sorti, contrairement à mon avis à ce qui sera le cas de Marine Le Pen. Hein. Et donc, il est furieux, semble-t-il, il n'est pas nommé à Matignon, ce qu'il attendait depuis tant d'années. Il se dit même que Macron avait déjà décidé à ce moment-là de nommer le frère 3 points Cazeneuve, qui était dans sa Bretagne, méditant à la vue des flots. Et puis, on dépêche. On dépêche avec chaises à porteurs, enfin l'équivalent des chaises à porteurs aujourd'hui, c'est-à-dire des voitures avec chauffeur, gyrophare. Je veux dire qu'avec le bordel absolu qu'ils peuvent nous mettre pour arriver jusqu'à Paris, il faut en effet tout ça pour que le dit Cazeneuve arrive, donc en grand cortège et avec grande solennité, pour apprendre que Alexis Collère, qui annonce toujours les nominations, finalement, au milieu sur l'autoroute, le cortège retour à la case départ. Il a dû faire une gueule dans la bagnole. Allez hop, tu retournes chez Cherbourg, je crois. Finalement, tu ne seras pas Premier ministre parce que Emmanuel Macron... Alors, a-t-il subi un chantage, Emmanuel Macron? Est-ce que par hasard, François Bayrou était aux cérémonies de Notre-Dame de Paris de réouverture? Aurait-il croisé Donald Trump qui lui aurait remis un petit dossier qui, paraît-il, était à Mar-a-Lago concernant le couple Macron? Nicolas. Le couple Macron. Est-ce que... Non, mais j'en sais rien. Moi, je ne fais que poser des questions. Hein. J'affirme rien. Hein.
Oui, je vois. On sait bien que maintenant, les délits de presse provoquent des contraintes par corps et que ça devient pénal et qu'on intercepte dans la rue des gens qui s'excitent un peu trop sur les réseaux sociaux et on annonce qu'ils seront sévèrement punis. À 6 heures du matin. Mais moi, je me pose la question d'un revirement pareil. Quel a été l'objet du chantage? Parce que c'est bien d'un chantage dont il s'agit, semble-t-il. Comment se peut-on... En tout cas, il n'a pas été impressionné comme Gérard Collomb après son entrevue avec Macron. Je me rappelle d'un Gérard Collomb qui voulait partir. Je veux partir. Il ne voulait que partir. Mais je crois qu'il y avait eu justement un déjeuner avec le couple. Je crois que c'était un déjeuner avec Emmanuel Macron et que Brigitte a surgi dans la salle et qu'après cela, Collomb ne voulait qu'une seule chose, c'était il n'a même pas voulu assister au Conseil des ministres du lendemain. Je me rappelle, c'était sur Europe 1, je disais, je dois partir. Je dois partir. Il est parti, le malheureux, et d'ailleurs, depuis, nous a quittés, définitivement. Ça ne vous rappelle pas Maître et Marguerite, quand les personnages ne veulent qu'une seule chose, c'est de partir. Oui, c'est étonnant. Après avoir ils ont vu quelque chose tellement menaçant qu'il ne fallait que partir. Absolument, Lara. Bon, trêve de plaisanterie. De toute façon, on a un invité sur lequel on va évoquer qui nous écoute, qui sourit, il me semble que ça lui va bien ce qu'on dit. Il va nous le dire dans 2 minutes. Peut-être avant de lancer justement l'échange avec notre invité, Lara, quelques mots sur... alors, dernière chose mais là c'est vraiment le dernier mot sur la séquence, et ça je l'ai trouvé assez rafraîchissante, Michel Sardou, interviewé sur M6 et à qui on demande ce qu'il pense de la situation politique actuelle. Il cible Macron et dit c'est bien fait pour sa gueule. Véridique, hein. C'est ce qu'a dit Michel Sardou. Il est revenu, alors il dit c'est vrai qu'on a toujours l'impression quand on est âgé que c'était toujours mieux avant, alors que c'était notre jeunesse qui était mieux avant. Mais là il dit quand même, le côté bordélique, c'est ce qu'il retiendra de la séquence politique en cours. Sur le plan international, peut-être juste 2 points avant de terminer cette courte revue de presse, Lara. La Syrie, la Syrie, les conséquences pour la suite. Est-ce que ce sera des conséquences qui pousseront à la déstabilisation et de qui? Alors moi je vais parler pour ce qui me concerne plutôt des risques sur le Proche-Orient. Parce que je ne pense pas que les djihadistes s'arrêteront sur la Syrie. Est-ce que la Jordanie est la prochaine cible? Est-ce que tout ça obéit à un plan d'ensemble? Il n'y aurait pas de cible dans les prochains jours? Il y a de l'Arménie. Alors, voilà. Erdogan. Moi, je pose là vraiment de façon très courte, je pose cette question en disant que je pense que ce château de cartes, le régime de Assad qui est tombé si vite, remplacé par nos gentils modérés, qui violent gentiment, modérément. Ouais, c'est ce qu'explique Séjourné, l'ancien ministre des Affaires étrangères, maintenant vice-président de la Commission de Bruxelles. Donc on avait connu avec Fabius Al-Nosra qui fait du bon boulot. Là, on a avec Séjourné les terroristes modérés. Ça, j'avoue que c'est très très fort. Donc il y a non seulement ce qui se passe, alors je ne sais comment on peut appeler ça, mais en tout cas, il y a des persécutions en tout genre, et puis des éliminations. Voilà. Enfin, c'est tout à fait atroce. Entre autres, ça touche les chrétiens d'Orient, les alaouites aussi. Et donc, en parlant de chrétiens d'Orient, est-ce qu'une autre cible d'Erdogan, ce ne pourrait pas être ce qui se passe dans la petite Arménie avec l'Azerbaïdjan? Erdogan semble avoir dit que les 2 à 3 mois qui viennent vont être très importants pour la Turquie et le monde. Et basculement, oui, pour la Turquie et pour le monde. Rien que ça. Le message est pourtant clair. Donc, je rappelle à nos auditeurs qu'aujourd'hui, il y a une question de couloir pour rejoindre la Turquie, la région du Nakhitchevan avec l'Azerbaïdjan, qui a eu déjà le Haut-Karabakh. Donc, je rappelle aussi que le Haut-Karabakh et Nakhitchevan, ce sont 2 terres ancestrales arméniennes, mais déjà occupées définitivement, je vais dire, avec voilà, quelque part un énorme sanglot définitivement pris par Azerbaïdjan et la Turquie. Et donc, il serait aujourd'hui question de rejoindre cette enclave de Nakhitchevan jusqu'à l'Azerbaïdjan en passant par l'Arménie, donc le fameux couloir auquel s'opposait le seul pays de la région, c'était l'Iran.
Donc aujourd'hui, l'Iran étant très très affaibli par ce qui s'est passé, peut-être aussi frappé sur ce flanc-là, et je ne connais pas quelle pourrait être la réaction de la Russie. Donc on ouvre un couloir et ça permet... C'est-à-dire qu'on coupe l'Iran de sa frontière commune avec l'Arménie. Donc à terme, ça peut être la déstabilisation de l'ensemble de l'Asie centrale. Ah non, mais complètement, parce qu'à partir de là, Erdogan, jusqu'à le fin fond de l'Asie centrale, il n'a plus aucun écrou, aucune résistance. Bon, alors moi, tout est acquis. Et quand on entend que les Ouzbeks étaient en Syrie, bonjour. Voilà, il ira jusqu'à Ouzbékistan par voie terrestre sans problème. Donc ça veut dire qu'on a implanté, et on peut s'interroger, même si ce ne sera pas l'objet de cette émission, pas du qui, mais de l'ensemble des intérêts qui ont convergé à ce qui arrive. C'est une tumeur cancéreuse qui peut métastaser en Europe, sur l'ensemble du Proche et Moyen-Orient, jusqu'en Asie centrale. Donc c'est considérable ce qui s'est passé en quelques jours avec ce basculement en Syrie, qui semble être la réponse un peu, je pense beaucoup à nos théoriciens des BRICS, Kazan, ce serait le basculement du monde, ou un basculement du monde. C'est pas faux. J'ai adhéré à cette thèse, j'en parle presque au passé. Je veux dire que j'ai l'impression que ce qui s'est passé en Syrie, c'est la réponse du berger à la bergère. J'en dirai pas plus. Chacun peut méditer le sujet. La Russie, Macron, pendant qu'il n'avait pas de gouvernement, part en Pologne voir son ami Tusk, Premier ministre. C'est un circuit de... Oui, mais justement, Donald, c'est un circuit de diplomatie parallèle. Je rappelle que du 1er juillet au 31 décembre de l'année 2024, le président en exercice des États européens au sein de l'Union européenne, c'est Orban le Hongrois. Et Tusk, ou le président Duda, ce sera seulement à partir du 1er janvier 2025. Donc qu'est-ce qu'il est allé foutre en Pologne, si ce n'est à mon avis préparer la guerre, en tout cas l'accroissement de la guerre au prétexte d'un contingent de la paix, mais on a bien compris qu'avec cette engeance, tout est inverti. Je suis désolé de le dire, tout est inversé. Si vous préférez l'expression. C'est-à-dire que là où il parle de paix, c'est la guerre, hein, évidemment. Là où il parle de démocratie, c'est la tyrannie. Donc, Orban, lui, de son côté, ça c'est vous qui vous me commenterez si vous voulez, je termine juste et je vous laisse la parole. Orban, lui, il se démène, à juste titre, n'en déplaise à M. Zelensky. C'est lui qui est le titulaire, donc il est allé voir Trump et il a été reçu avec Musk. Il est reparti, il a passé un coup de fil à Poutine. Il est allé ensuite, parce qu'il détient une partie des clés, voir Erdogan en Turquie. C'est de la diplomatie, de la haute diplomatie pour assurer la paix en Europe. Là où les autres, d'évidence, sont sur une toute autre logique qui mène tout droit, à mon avis, à l'engagement d'États européens dans une guerre qui est déjà perdue en Ukraine contre la Russie. Mais je vous laisse terminer et on termine comme ça, vous terminerez la revue de presse, Lara. Oui, je rappelle qu'en pleine tourmente en France, il est allé en Pologne, Macron, et s'il avait obtenu de la part de Donald Tusk l'accord sur ces 40 000 hommes déployés en force de maintien de la paix en Ukraine, il serait peut-être rentré et on lui aurait même pas demandé de nommer tout de suite un Premier ministre, tellement la chose serait immense et le monde tremblerait de ce qui s'apprête. Mais vous ne pensez pas qu'il prépare ça plutôt début janvier, lorsque justement les Polonais auront la présidence? Il n'est pas parvenu. Pas pour l'instant. Tusk lui a dit non. Il n'est pas question pour la Pologne d'être sur cet engagement-là à ce stade, de toute façon. Et ça a coupé en fait la possibilité à Macron de faire encore un écran de fumée pour masquer tout ce qui se passe en France. Et malheureusement, il s'est retrouvé, malheureusement pour lui, il s'est retrouvé à devoir quand même ramer devant les médias français qui lui demandaient Premier ministre, Premier ministre. Donc, merci Lara. Merci. On termine cette revue de presse par deux questions d'auditeurs. Un auditeur, il a été sensible, il écoutait attentivement cette émission. Bonjour à tous et à Lara. Pourriez-vous dire le canal et le jour de l'émission de Lara? Vous pouvez répondre. Alors c'est sur YouTube, GPTV. Vous abonnez à la profonde. Voilà, vous abonnez à la chaîne et à partir de 22h tous les jours de la semaine. Du lundi au vendredi. Vous avez des émissions
Un soir avec Lara. Merci. Vous avez invité qui ces derniers jours? Ces derniers jours, j'ai eu Dimitri Tkochko. Donc de Stop Russophobie. De Stop Russophobie. J'ai eu Adnan Azam, qui est un écrivain et Druze un syrien. cavalier syrien qui a traversé le continent de Damas à Moscou pour offrir son cheval à Poutine. C'est vos dernières émissions. Voilà, ce sont mes dernières émissions et les suivantes vont être un peu plus militaires et historiques. Avec un certain capitaine Pierre Place, je crois. Tout à fait. Parfait. Merci Lara. Je tiens à faire ce message, nous dit cette auditrice de démarrage, pour vous saluer et vous remercier. Grand bonjour pour vous deux, Lara, Nicolas. Je n'oublie pas la technique. Patrice et, pardon, j'ai oublié son nom, Arnaud. Mon oreille est grande ouverte, c'est Arnaud. Bien sûr, c'est lui à la technique et c'est pas Fabrice. François, c'est Patrice au standard. Ah, je n'en loupe pas une, je suis désolé. Comme vous. Allez, on commence tout de suite le grand angle de cette émission qui va nous tenir jusqu'à 10h30. Eh bien, c'est Serge Federbush et cet invité aujourd'hui, ce sera lui, le Zarathustra, car ainsi parle Zarathustra. Serge Federbush. Zarathustra. Oui. donc Serge est un ancien élu de Paris. Il a d'ailleurs mené une liste de larges coalitions d'une droite un peu. C'était pas la droite hors les murs, mais enfin ça y ressemblait un petit peu. Droite patriote. Non, c'était l'union des droites. L'union. Tout ce que tout le monde cherche vainement à créer depuis des années. D'une certaine manière, j'avais commencé à l'engager, c'est-à-dire que j'avais à Paris le soutien du Rassemblement national, du Parti chrétien-démocrate, évidemment pas des LR, parce qu'il y avait Dati et toute sa bande, mais enfin, il y avait déjà une amorce. Mais bon, voilà, on a toujours tort d'avoir raison trop tôt, comme disait le regretté Edgar Faure, qui, lui, peut-être nous aurait sorti de la pagaille actuelle. Il faudrait, en fait, faire, de temps en temps, on a besoin de résurrection, hein, on le sait bien, aussi bien théologiquement que politiquement. Une bonne girouette. Voilà, bon, je pense que si Edgar Faure revenait avec sa pipe et ses lunettes et sa grande sagesse, on arriverait peut-être à démerder la situation actuelle. Homme de la 4e République, s'il en est, justement. C'est ce qui est pour une situation qui ressemble en effet plus à la 3e finissante ou à la 4e qu'à la 5e glorieuse de Gaulle. En effet, il faudrait un Edgar Faure plus qu'un général rebelle. Ça, on est bien d'accord. Vous avez écrit dernièrement un livre qui s'appelle Le sabre et l'esprit, je ne me trompe pas. C'est exactement ça, aux éditions de Passy. Aux éditions de Passy, voilà. Vous voulez nous en dire 2 mots de ce livre que je n'ai toujours pas pu lire? Je n'ai toujours pas pu faire cette émission que je me suis promis de faire avec vous, voire 2 émissions, une sur Radio Courtoisie, une sur Géopolitique Profonde. Quelques mots sur ce livre peut-être, Serge? Eh bien, en fait, j'ai essayé de comprendre, de sortir du tumulte, du désordre, du chaos dans lequel on est, pour essayer de comprendre un peu ce qui explique tout ça. Et donc, j'ai mis à jour l'opposition entre l'État-providence et la mondialisation. Ça, je pense que je ne suis pas le seul à avoir pensé à ça. Puisque, effectivement, la question de la dette, par exemple, de l'endettement croissant de la France, qui est quand même le point central sur lequel vont buter toutes les combinaisons gouvernementales qu'on est éventuellement capable d'échafauder, parce qu'ils se heurteront toujours au mur de ce réel financier, hein, c'est le mur de l'argent, comme on disait dans le temps à gauche, à savoir que la dette les empêche, quoi qu'il arrive, de faire grand-chose. Eh bien, cette dette, elle est liée à quoi? Elle est liée au fait que l'État-providence, que la République française a pensé les plaies il infligeait en même temps, parce que la mondialisation a créé du désordre, fait des dégâts, tout en enrichissant, a eu aussi des effets négatifs, créé des dégâts industriels, créé du désordre, qui ont été aggravés par l'Union européenne, par une mauvaise négociation des conditions d'entrée de la France dans l'Union européenne. Tout ça a abouti à ce que, eh bien, on pense les plaies en faisant du déficit, et pour maintenir la paix sociale, en gros. Et ce déficit, aujourd'hui, est ingérable, et donc, comme le déficit est ingérable, la paix sociale est de plus en plus fragile, parce que derrière le chaos politique qu'on observe, il y a en fait la montée de l'insatisfaction, plus que de la grogne, de la fureur peut-être bientôt des Français, qu'on avait commencé à voir poindre pendant les Gilets jaunes, et qui risque d'emporter véritablement
la République. Derrière ces ridicules réputations politiques et combinaisons politiques, il y a la fureur des Français, mais cette fureur des Français, elle est liée à l'empêchement de l'État. Et cet empêchement de l'État, il est lui-même lié à ce caractère inextricable et difficile à concilier de l'État-providence et de la mondialisation. Et j'ai ensuite essayé, et là c'est plus difficile, et c'était une entreprise intellectuelle plus considérable, je dirais, de montrer comment ça parcourt toute l'histoire. Ce n'est pas simplement la France aujourd'hui, ni même le monde aujourd'hui, ni l'Europe aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. L'opposition entre ce que j'appelle le territoire ethnique, c'est-à-dire un espace où un État, grosso modo, pour parler simplement, protège une population qui adhère à cette protection, eh bien, et en même temps confronté à des influences étrangères, des influences extérieures, ce que j'appelle l'homme-monde, c'est-à-dire des apports extérieurs qui parfois sont bénéfiques et parfois créés par, en particulier la question sociale et des inégalités sociales, eh bien, créent finalement à la fois du désordre politique, des conflits politiques et à la fin la mort des États et la mort des empires. Et donc j'ai essayé de montrer quelles sont les grandes règles historiques un peu invariantes qu'il y a derrière tout ça. C'est une entreprise difficile, forcément vouée à l'échec, mais c'est pas parce que en fait on est conduit à l'échec qu'on doit renoncer à œuvrer, de la même manière que ce n'est pas parce que ce n'est pas beau que c'est inutile. Voilà. Eh ben merci Serge Federbusch, donc le sabre et l'esprit aux éditions de Passy. On va tout de suite parler justement de ces reptations dont vous venez de parler, de cette mascarade, de ces clowneries, de ce spectacle affligeant qui a abouti à la nomination de François Bayrou à l'hôtel Matignon en tant que Premier ministre, qui va maintenant chercher à composer un gouvernement, puis une loi de finances, puis essayer de survivre. Un auditeur, la formule d'un auteur d'un blog est heureuse à propos de Bayrou. Son bâton de maréchal sera un bâton merdeux. Serge Federbusch. Alors, qu'est-ce qui s'est un peu... Quelle est votre analyse ? Je crois que c'est un effet d'entonnoir. C'est-à-dire que Macron, il est de plus en plus dans un couloir qui rétrécit. Plus lui, il rétrécit, moins il y a de gens au bout du couloir. Et plus, c'est des gens qui ne sont pas vraiment très fréquentables et qu'on n'a pas envie de fréquenter, mais il est obligé de faire avec. Donc, effectivement, il a pu avoir des réticences à nommer Bayrou. Je ne sais pas exactement ce qui s'est tramé entre les deux, et à mon avis, peu de gens le savent. Ouais. Mais on comprend ses réticences à Macron, parce que Bayrou, il a tout de la planche pourrie, hein, il a dit oui, il a dit non à tout le monde, mais au cours des 30 ou 40 dernières années de vie politique, donc c'est véritablement quelque chose, c'est une solution assez vermoulue, et c'est pas de gaieté de cœur qu'on peut appeler Bayrou à Matignon, ça n'a rien de neuf, ça n'a rien d'excitant, c'est un peu justement les combinaisons de la 4e République, mais sans vrai mouvement important derrière lui, parce que les combinaisons de la 4e République, il ne faut quand même pas l'oublier si on veut faire une comparaison, elles se faisaient entre des partis quand même assez constitués, assez puissants. D'accord, ce n'était pas des combinaisons de groupuscules. Quand c'était Guy Mollet, quand c'était des gens comme ça, il y avait des deals, il y avait des accords entre des gens qui avaient des formations importantes derrière eux. Là, on cumule les inconvénients de la 5e et de la 4e République. C'est-à-dire qu'on a une espèce de bataille politique de gens qui ne représentent qu'eux-mêmes et qui forment les gouvernements. Et puis, en même temps, une instabilité. Ce n'est pas de l'instabilité au bénéfice de partis, c'est de l'instabilité au bénéfice de quelques individus qui ne représentent rien et qui sont dans une espèce de danse primitive, un peu comme les peaux rouges d'autrefois, autour d'un totem, un totem qui est la 5e République finissante. Donc, effectivement, on peut imaginer que Macron n'était pas enthousiaste à l'idée d'utiliser un instrument dont il sait qu'il est mauvais, qu'il est pourri, qu'il est fragile, qu'il est vérolé, qu'il va lui casser entre les mains à la première occasion. Et, un vrai bâton merdeux, quoi. Voilà. C'est plus qu'un bâton merdeux, c'est un ventilateur à merde, hein, comme on disait. Voilà, on va essayer de se libérer du scatologique dès le matin, parce que ça risque de provoquer des nausées. Mais en tout cas, c'est pas une bonne solution, c'est sûr, pour personne. Et Bayrou, il a des qualités, Bayrou. Alors là, je vais faire sursauter l'auditoire. Allez-y, je vous répondrai. Il a des qualités, éventuellement.
un gars qui a de l'expérience, qui a une certaine sensibilité, je pense, il comprend pas mal l'opinion. Parce que ce qu'on lui reproche, à savoir ces trahisons de la droite au bénéfice de Macron, en particulier en 2017 et même en 2012, sa trahison de Sarkozy, Ouais. c'était quoi? Ben, si on veut être honnête et objectif, même si on l'aime pas, c'était de la faculté d'anticipation. C'est-à-dire qu'il a vu le coup venir. Il a vu le coup venir en 2012 comme en 2017. Donc, il ne faut pas le prendre Il pour... l'a pas en partie provoqué aussi Bah, par si tu veux, justement tu es son positionnement. autoréalisateur, c'est ça, mais c'est ça Ouais. la politique. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont parfois qui ont une petite longueur d'avance, pas une grande, parce que sinon ils feraient autre chose, hein, mais une petite longueur d'avance dans le marigot politicien, qui sent les coups venir, et en sentant les coups venir, ils prennent des positions qui vont hâter justement la survenue. Et ils Hein, y il y avait incluent leur intérêt à chaque fois. ce que je crois que Balzac disait à un moment, quand une affaire est prête à se... Ou alors c'était peut-être La Rochefoucauld, quand une affaire est prête à se dénouer, tout le monde veut y participer. Hein, d'accord? Donc, et tout le monde prétend en avoir été l'auteur. Mais Donc, on a l'impression que toutes ces trahisons, contrairement à d'autres grands fauves politiques, ne l'a jamais jusqu'à présent, sauf depuis hier, servi. C'est-à-dire que certes, il trahissait, mais il n'en tirait pas très peu de bénéfices personnels, si ce n'est la survie de son petit fonds de commerce, là, qui s'appelle, je crois, encore le Modem. oui, enfin, c'est pas si petit que ça. Il a Ouais. réussi à quand même sauver des dizaines de députés. Ouais. Bon, en politique, c'est quand même quelque chose d'assez considérable. Il faut voir que le MoDem, jusqu'aux dernières élections, pratiquement avait plus de députés que le Rassemblement national, alors qu'il ne représente pas du tout la même chose dans la substance politique et sociale française. Je trouve qu'à partir de ses moyens et au vu de la faiblesse des moyens dont il disposait, il avait quand même, au contraire, des résultats remarquables. Alors, le résultat à savoir se faire élire à la présidence ou au moins avoir le lot de consolation de Matignon, il ne l'avait pas encore eu. Mais il avait quand même réussi à faire vivre sa grosse PME. Ce n'était pas qu'une petite PME, 40 députés, c'est déjà une grosse PME en politique. Ça fait presque 8 ou 9% des sièges de députés, donc ce n'est pas négligeable. Quelques millions Donc d'euros de subventions il a, il publiques. a des, il a des qualités, reconnaissons-lui ces qualités-là, il a des qualités de magouilleur. Il est toujours très dangereux en politique de sous-estimer l'adversaire. C'est la voie royale, c'est l'autoroute sans péage de l'échec politique. Donc ne sous-estimons pas Bayrou, comme il ne faut pas sous-estimer les autres, il ne faut pas sous-estimer Mélenchon ou n'importe lequel d'entre eux. Donc Bayrou a effectivement, et il l'a montré hier en forçant la main de Macron, si on a bien compris ce qui s'est passé, qu'il a quand même, il a réussi à tirer parti de du corner dans lequel était acculé Macron. Bon, alors maintenant, tout ça... On a l'impression, Serge, qu'il est moins un contre-emploi, pour le coup, si tant est que j'aille dans votre sens, que Barnier, qui, à mon avis, n'a toujours pas réalisé, encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère. Il était retiré de la politique, on l'a fait venir, il a fait un tour de piste, et puis il est reparti comme il est venu. Là, il y avait, à mon avis, une véritable erreur de sélection. Alors que Bayrou, après tout, au moins que le système actuel meure sur ses idées, puisqu'il en est l'incarnation de cette déviation, de ce dévoiement de la Ve République, qui, à mon avis, ce n'est pas elle qui est finissante, Serge Federbusch, comme vous l'avez dit. Ce n'est pas la Ve République qui est finissante, c'est la classe politique qui parasite aujourd'hui les institutions, qui est plus que finissante. Oui, mais le problème, c'est que parfois, le bébé est jeté avec l'eau du bain. Et cette classe politique Certes. qui est finissante, elle risque d'entraîner les institutions qu'elle incarne totalement, d'une certaine manière, et Qu'elle a son désincarné aussi. Oui, dans son naufrage. Donc, quand l'amiral a précipité, ou quand le capitaine du Titanic a précipité le Titanic sur un iceberg, et ben voilà, il n'a pas fait que couler, il a fait couler le bateau avec lui. Donc là, ils sont quand même dans une situation très complexe. Et le paradoxe de la nomination de Bayrou par rapport à celle de Barnier, c'est que alors qu'il y a un degré supplémentaire qui a été franchi dans la contestation de Macron, eh bien, Macron est obligé de nommer quelqu'un qui est encore plus proche de lui que ne l'était Barnier. Tu vois, Nicolas. C'est-à-dire que c'est ça la contradiction qui va les tuer. C'est-à-dire que au lieu d'essayer d'élargir, et là, Macron, là, on va essayer tout de suite d'entrer dans le vif du sujet, le vrai vif du sujet. Macron vient de faire quelque chose de stupéfiant, et ça y est, d'une certaine manière, le cercueil de Bayrou est scellé s'il accepte ça. Macron a demandé à Bayrou de procéder à des consultations politiques avec les partis en excluant LFI et le Rassemblement national. Ouais.
Ouais, D'accord. ouais. Mais c'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Évidemment. La dernière solution, la dernière carte pour Macron, ça aurait été de dire à Bayrou d'utiliser un paradoxe, c'est-à-dire de prendre le plus centriste d'entre les centristes, le plus mou, le plus traître, le plus, voilà, le plus à la fois invertébré et reptilien, et de C'est un peu le dire, cas. voilà, et de lui dire, ben, on va faire, paradoxalement, c'est toi qui vas aller, comment dire, au-devant de LFI et du Rassemblement national, et tu vas essayer de les faire entrer dans le circuit pour peut-être ensuite les carboniser, les déstabiliser. Mais invite Le Pen à Matignon, invite Mélenchon à Matignon, fais se croiser Mélenchon et Le Pen dans la cour de Matignon. Voilà, si j'avais été le conseil de Macron, ce que j'aurais dit de faire, demande à Bayrou, tu nommes Bayrou et tu fais se croiser Le Pen et Mélenchon dans la cour de Matignon. Parce que là, il rebat les cartes. Mais le mettre dans une situation qui est exactement celle de Barnier, c'est-à-dire on refuse en gros l'équivalent d'à peu près 210, un bloc de 210 ou de 220 députés mordicus opposés à lui, on les exclut complètement et ensuite on entame une espèce de danse du ventre avec des gens complètement instables et non fiables sur ce qui reste, sur les 300 qui restent, en gros 320 qui restent. En théorie, on peut avoir une majorité, mais il ne l'obtiendra jamais. Ce qu'il fallait, c'est débloquer le système en essayant de réintroduire LFI et RN. Ouais, mais alors Dans Serge Federbusch, est-ce que vous ne croyez pas que justement, autant Barnier était quand même totalement invertébré, il ne savait pas comment se dépatouiller de ses contradictions, qui le conduisait finalement à assumer en tant que droite dit de gouvernement l'ensemble des errements de la gauche de Flamby et ensuite du centre, mais qui est quand même toujours socialisant de Macron, les 1000 milliards de dettes supplémentaires en 7 ans, et que Barnier soit amené à les assumer, t'es quand même un peu fort de café, alors que Bayrou, après tout, il peut assumer la part immense de responsabilité qui est la sienne aussi, d'avoir soutenu ces petits Mozart de la finance, entre autres. Donc, moi, la question que je me pose, parce qu'en effet, je pense que tu as parfaitement raison de ce qui vient d'être développé, je pense qu'il va y avoir un vrai bras de fer là avec Bayrou, parce que je ne suis pas persuadé du tout que François Bayrou, qui lui, et c'est à mon avis ça que redoutait le plus Macron, c'est-à-dire quelqu'un qui a quand même une autorité, une légitimité politique en face de lui, alors que les autres n'en avaient aucune, ils ne dépendaient que de la bonne grâce, tous autant qu'ils étaient, de la bonne grâce, les Castex, les Philippe, il faut rappeler qui était Philippe avant d'être nommé, les Borne qui ne sont même pas foutus de lire correctement un prompteur. C'est la Biden de la vie politique française. C'est désastreux. C'était la nullité. Castex, n'en parlons même pas. Là, avec Bayrou, j'ai envie de dire, le petit, là, le freluquet, il va avoir en face de lui quelqu'un à qui parler. C'est-à-dire que, bon, on va retrouver la métaphore un peu nauséabonde du bâton merdeux. C'est-à-dire que, Bayrou, il sait bien que c'est un bâton merdeux, mais il va essayer de le refiler à Macron. Il va Oui. essayer de le refiler à Macron tout de suite. Bayrou, c'est un madré, voilà, c'est le madré des Pyrénées, hein. Et donc, Macron sait parfaitement qu'il ne va pas rigoler avec Bayrou. Bayrou, il va lui dire blanc dans un entretien en tête-à-tête, et puis il va sortir sur le perron de l'Élysée, il va dire C'est noir. ça, oui. Et pour coincer Macron, ça va être une guerre de tous les instants. C'est ça. Mais c'est là, on est au stade, justement, on commence à entrer dans le stade final, dans le stade Oui. ultime de la putréfaction politique, là. C'est ça. Bon, et donc, les gens, à la fin des fins, quand il y a de moins en moins d'eau dans le marigot, on va procéder par métaphore, j'ai l'impression, là, pendant encore un an, il y a de moins en moins d'eau dans le marigot, qu'est-ce qui se passe, hein? Les caïmans, les alligators, les crocodiles, tout ça se file des coups dedans, et puis à la fin, ils se dévorent. Et donc, ils n'ont plus d'eau dans leur marigot politicien, et donc ils commencent à se filer, et puis on va avoir un combat de bêtes blessées à la tête du gouvernement. Mais tout ça, ça s'inscrit dans la logique justement de la fin. Alors ça, même si tu es gaulliste et que tu es naturellement ipso facto attaché à la Ve République, il faut, je dirais même quand on est gaulliste, faire attention à ne pas prendre les symboles pour des réalités. C'est-à-dire que la Ve République, c'était la Ve République du temps où il y avait des hommes qui incarnaient la Ve République, qui croyaient en la République et qui avaient la règle fondamentale, c'est-à-dire le dialogue le plus direct possible entre un chef et le peuple. C'est ça, dans le fond, la Ve République. Bien sûr. Pour réformer le pays, un chef qui les guide, qui leur dit la vérité quand il le faut et qui les mène dans les endroits difficiles s'il le faut, eh bien c'est ça, l'esprit de la Ve République. Mais là, si la Ve République est dévorée de l'intérieur par la 4e République, Nicolas, elle n'est plus la Ve République. Donc il ne faut pas défendre un système qui n'est plus que l'apparence, qui n'est plus que l'habit
vide de celui qu'il a été autrefois. Donc, je crois qu'à la limite, on peut aujourd'hui être gaulliste et aspirer à une 6e République. C'est ça le paradoxe, tu vois, qu'il faudrait on ait en tête. Parce que l'instrument temporaire, historique et finalement daté qu'était cette 5e République, eh bien, il est plus pertinent aujourd'hui peut-être. Et donc, il faut peut-être passer à autre chose. En quoi différerait-elle de la 5e, cette 6e République? Moi, je pense qu'il faut retrouver l'usage référendaire, absolument. On ne peut s'en sortir. Et là, on a une fenêtre de tir. C'est ce que j'ai écrit dans plusieurs articles. De toute façon, en théorie, constitutionnellement, même si un nouveau président de la République était élu à la suite de la démission de Macron, dans les semaines qui viennent, il ne pourrait pas procéder à une dissolution, parce que la dissolution, elle ne se fait qu'une fois par an, et c'est pas parce que c'est un autre président qui a dissous moins d'un an avant toi que tu peux dissoudre à nouveau, tu vois, dans le texte de la Constitution. Donc, le seul moyen de sortir du merdier actuel, c'est qu'un président nouvellement élu procède par référendum à une révision constitutionnelle et aux réformes dont la France a besoin du point de vue de l'indépendance retrouvée vis-à-vis des juridictions internationales et de l'Union européenne, du point de vue de l'immigration, du point de vue de la laïcité, enfin, à tout point de vue. C'est ça la solution. Il n'y a pas d'autre. En fait, je crois que la situation, et c'est ce que j'essaie de montrer dans mon bouquin aussi, essayer de comprendre le désordre actuel, eh bien, c'est un peu comme De Gaulle allait vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Maintenant, il faut aller vers la France compliquée avec des idées simples. Il y a une seule solution à nos problèmes, c'est l'usage du référendum pour retrouver de l'indépendance et réformer de fond en comble des institutions et faire ce qui est très difficile, c'est-à-dire à la fois, parce que c'est ça que le peuple français ne veut pas entendre et que les politiciens ne veulent pas lui dire, retrouver l'indépendance de la France, c'est pas pour faire n'importe quoi et continuer la fête à neuneux et puis le quoi qu'il en coûte du Covid. C'est retrouver l'indépendance, ça veut dire retrouver la discipline, c'est se serrer la ceinture. C'est ça qu'il faut que les Français admettent. On ne peut plus vivre, c'est Raymond Barre, d'une certaine manière, avait raison. On vit au-dessus de nos moyens. Ouais. Mais bon, il faut à la fois retrouver notre indépendance et accepter que cette indépendance va être une indépendance faite de discipline. Sinon, cette indépendance ne nous mènera qu'à une accélération de la servitude. Et donc, on a une de tir. Il faut réformer les institutions profondément, retrouver notre souveraineté. Et ça, évidemment, avec Macron, on n'en prend pas le chemin. Donc moi, ce que j'ai écrit très récemment encore dans les médias, dans Atlantico, c'est que la seule solution, c'est de virer Macron. La seule solution, c'est son départ. Il n'y en a aucune autre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont Mélenchon et Le Pen en tête. Tout le monde l'attend maintenant. Et tu vas voir, et vous allez voir que dans les mois et les semaines et puis les mois qui vont venir, parce que ça va s'accélérer, de plus en plus, l'évidence de la seule démission de Macron comme seule solution à la sortie de la crise, comme seul dénouement possible de la crise, va s'imposer. Il n'y en a pas d'autre. Ils n'ont pas de majorité, il ne peut pas dissoudre, plus personne n'en veut, donc il faut qu'il s'en aille, qu'il y ait des élections présidentielles et qu'ensuite, du fait de l'impossibilité de dissoudre à nouveau, au moins jusqu'en juillet, peut-être même au-delà, eh bien, on procède par des référendums constituants qui débloquent vraiment la situation. Alors, comme on ne prend pas ce chemin-là dans l'immédiat, soit, il se peut effectivement qu'on soit au pied du mur à un moment, qu'on n'ait plus la possibilité de le faire, que ça soit le chaos, qu'il y ait des troubles dans la rue, qu'il y ait une forme de processus révolutionnaire. Donc, je crois que soit on a la séquence Macron démission, nouveau président, réforme constitutionnelle par référendum, soit on a la révolution dans 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est tout. C'est comme ça que ça va se passer. Et révolution qui sera liée à l'incapacité par l'État de payer les fonctionnaires, de payer les retraités, d'envoyer de l'argent dans les banlieues, de payer les intermittents du spectacle, de payer tout ce qui fait que cet État-providence vérolé et vermoulu continue de se maintenir par des rustines sur finalement la lâcheté de tout le monde, parce qu'on est tous lâches, on a tous envie d'avoir 5 minutes de plus, monsieur le bourreau, comme autrefois, on est tous des Dubarry en France. Donc, on a tous envie d'avoir encore 5 minutes avant que le bourreau n'actionne son levier et que la lame tombe. Voilà, que la lame ne tombe, c'était plus une hache grâce à Guillotin, c'était un instrument beaucoup plus propre. Et très efficace. Mais il faut aussi voir la part de responsabilité que chaque Français a dans cette situation, parce qu'on a tous envie que ça dure le plus longtemps possible, cette espèce de mensonge autour de la dette publique, et qui obère complètement l'avenir du pays, l'avenir de nos enfants. Tout à fait. Pourvu que ça dure, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. On passe à un très court Bobino et on revient tout de suite après, mon cher Serge.
On court, Lara, c'est le marathon du don. Vous courez, allez, jusqu'au 31 décembre. On court. Nous sommes dans ce libre journal de géopolitique profonde, en direct, bien évidemment. Notre invité principal, Serge Feder-Busch, ancien élu parisien, essayiste, son dernier livre, Le sabre et l'esprit, aux éditions de Passy. Lara, vous vouliez ajouter quelque chose ? Alors oui, je voulais rajouter quelque chose à ce que vient de dire Serge. En fait, cette notion de dire aux Français serrez-vous la ceinture, moi ce matin j'ai été frappée par un homme assez âgé, d'évidence français, ou en tout cas natif, oui, qui mendiait dans le métro parce qu'il était expulsé et parce qu'il n'avait plus de moyens de subvenir à ses besoins. C'était pas un mendiant professionnel, c'était quelqu'un qui était mis dans cette situation, et je pense qu'il n'est pas le seul, mais c'est peut-être celui qui a franchi déjà le pas de tendre la main, ce qui est un passage très très difficile, hein, quand on est dans la difficulté. Et je voulais dire, mais jusqu'où se serrer la ceinture, Serge ? On est déjà au bout du bout de quelque chose. C'est pas normal ce qui se passe. Mais c'est bien pour ça. Mais moi, je suis tout à fait conscient de la détresse. Hein. Bon, j'en vois autour de moi d'un certain nombre de gens et d'un nombre de plus important de gens, et ce qui est lié d'ailleurs au fait que l'État n'a plus les moyens et de plus en plus poussif. Il ne peut plus venir en aide, d'ailleurs, de manière pertinente à ceux qui en ont le plus besoin. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Mais se serrer la ceinture, moi, je ne suis pas pour l'austérité. Ça, c'est justement une grosse erreur. Et c'est pour ça que ça n'a jamais été couronné de succès. Et c'est pour ça qu'il faut que cette discipline, je ne parlerai pas d'austérité, il faut qu'on retrouve la discipline. Cette discipline doit trouver des instruments pour nous redonner la paix et la prospérité. Et la paix et la prospérité, c'est justement rebâtir une économie saine, et pas une économie de la dette publique, une économie saine avec des PME industrielles qui fonctionnent, qui trouvent des marchés à l'étranger, qui sont compétitives. Donc moi, je ne suis pas pour qu'on se serre la ceinture, qu'on fasse de l'austérité pour l'austérité à la grecque, par exemple. Je suis pour qu'on utilise les moyens qui nous restent encore pertinents de l'État pour rebâtir une économie plus saine et qui va redonner du grain à moudre à tout le monde, c'est tout. Le grand problème des discours austéritaires depuis 40 ou 50 ans, justement, c'est qu'ils sont sans fin. Hein, c'est de l'austérité pour l'austérité, donc c'est de l'austérité pour toujours plus d'austérité. Mais moi, je parlerai plutôt de discipline. Si on trouve, par exemple, on va entrer un peu dans la technique, hein, pour essayer de comprendre. Une des raisons pour lesquelles l'industrie française a disparu, beaucoup de PME industrielles ont disparu, surtout en province, c'est ça qui a provoqué un chômage de masse depuis 30 ou 40 ans, c'est le taux de change de l'euro. Et avant ça, la politique dite de Francfort, contre laquelle je m'étais dressé depuis que j'avais 23-24 ans. J'écrivais mes premiers articles contre ça, parce que ça fait donc 40 ans. En fait, il était évident que ça allait nous conduire à la ruine. Ça avait conduit, les Anglais avaient fait ça dans les années 20 du XXe siècle, ça les avait conduits à la ruine. Ce genre de politique, le totémisme monétaire conduit à la ruine. Et des gens comme Keynes, qui viennent d'un horizon idéologique différent, l'avaient mis en valeur. Donc, de la même manière d'ailleurs qu'à droite, Milton Friedman, des économistes de droite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de la monnaie une espèce de totem qui va montrer, qui va donner de la discipline. La monnaie, c'est un instrument comme un autre. Parce qu'on est discipliné, on va l'utiliser de manière pertinente pour rebâtir une industrie. Donc, il faut sortir de l'euro, à mon avis. Hein. En tout cas de l'euro tel qu'il est actuellement organisé. Il faut retrouver, de la même manière que De Gaulle l'avait fait en 1958 d'ailleurs, à la fois de la discipline financière et budgétaire et en même temps une dévaluation très forte, d'accord, pour redonner un ballon d'oxygène à nos industries. Et ensuite, il ne faut pas gaspiller. Le pire, ça serait de gaspiller, parce que sinon on arrive à l'hyperinflation, à la République de Weimar, cette marge de manœuvre qu'on se donne. Il faut l'utiliser de manière rigoureuse pour redonner justement une colonne vertébrale à l'économie française, qui n'en a plus désormais. Elle ne survit plus qu'avec des rustines et qu'avec des muscles de plus en plus atrophiés. Donc, je sais bien que c'est pas que c'est contradictoire, c'est que c'est compliqué, c'est difficile, mais il n'y a pas d'autre chemin. En fait, ce qui nous attend, si on veut s'en sortir, c'est 1958 en plus dur encore. C'est ça, la réalité. C'est-à-dire que, malgré tout... Beaucoup plus dur. En 1958, il y avait
comment dire, c'est plus pernicieux. C'est-à-dire qu'il y avait un péril, par exemple, avec l'islam et les musulmans, mais le péril était en Algérie. D'accord? Il n'était pas en France. Aujourd'hui, il est en France. Il y avait un péril financier et monétaire, parce qu'il y avait effectivement un certain déficit, mais ce déficit, il était dans un contexte de très forte croissance de la 4e République. L'économie se portait bien. Là, on est dans les 30 glorieuses. Là, on est dans une récession quasi constante, ou en tout cas une stagnation. On est dans un contexte de recul économique. Donc, ce qui nous attend, mes chers amis et chers compatriotes, comme on dirait, voilà, c'est plus dur que ce qui attendait De Gaulle en 1958. Mais qui dit ça? Personne, on n'entend ça nulle part. On est dans le mensonge partout. Et c'est ce mensonge, comme dans Hamlet, qui empoisonne l'air et qui démoralise les Français. Ce qui démoralise les Français en ce moment, c'est qu'ils sentent bien, au fond, que le mensonge est partout, que finalement, ils ont intérêt dans l'immédiat à y croire, parce que ça leur fait croire, un peu comme pendant le Covid, restez chez vous, vivez à l'œil au bénéfice de l'État, quoi qu'il en coûte, il fait beau, et puis vous sortez 5 ou 10 minutes, vous avez l'autorisation de le faire par Big Brother, eh bien, on est tous un peu coupables, mais on est un peu coupables finalement de se laisser faire, de croire à ce mensonge institutionnel. Donc, il y a des moyens d'en sortir, et il y a des moyens d'en sortir, mais il faut une énergie, une détermination qui sera même supérieure, pas au moins équivalente, même supérieure à celle qu'on a connue en 1958. Et ça, quand on est gaulliste, si on est vraiment gaulliste, eh bien, d'une certaine manière, on le comprend et on s'en réjouit presque. C'est-à-dire qu'il y a un défi pour chaque génération, et le défi de notre génération, nous qui sommes vieillissants, Nicolas et vieillissant tout de même. Oui, on est vieillissant. Moi, je suis en pleine force de l'âge, la cinquantaine. Oui, on a toujours l'impression d'être comme ça. Tu sais, Biden, je pense qu'il se sent très bien en ce moment aussi. On n'a pas le même âge non plus. Voilà. On a toujours l'impression, non, mais il faut être lucide sur soi-même. Ça commence aussi par ça. Mais on a l'expérience. On a les stigmates de la vieillerie, les cheveux blanchissent, le crâne devient chauve. Alors, tu as vu qu'Édouard Philippe devient de plus en plus brun en ce moment. Non, mais c'est extraordinaire. Il a réussi. Dalmatien. Oui, non, mais c'est le titre. Si Édouard Philippe réussit pour ses cheveux, pour la France, qu'il a réussi pour sa capillarité, eh bien, je pense qu'on peut lui donner presque un blanc-seing, si j'ose dire, ou un noir sein pour... Après le vitiligo qu'il a contracté juste après le feu de Notre-Dame, vitiligo dont la racine signifie vice, et après son alopécie, on le voit en effet refleurir notre Édouard Philippe. Moi, je voulais réagir, Serge, par rapport justement à ce qu'on a dit, la Ve République. Ce qui pose problème dans l'état actuel des choses, c'est que ceux qui étaient censés être des garants d'un bon fonctionnement des institutions, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires, qui ne s'alarmaient pas, par exemple, sur un budget insincère, alors que c'était leur rôle, et qui arrivent maintenant à nous dire « Ah bah tiens, faut vite faire quelque chose, etc. » Et c'est même aux fonctionnaires qui ne voient pas que, par exemple, effectivement, on ne peut pas vivre au-dessus comme on vit, c'est-à-dire bien au-dessus de nos moyens. Mais quand on vit au-dessus de ses moyens, même pour un simple foyer, bah on n'ouvre pas les portes en disant à tout venant, venez passer manger parce que ça se fait pas. Dans un simple foyer, ça se fait pas. Quand ça va pas, bah, on n'ouvre pas les portes pour inviter des amis. Donc, on partage pas la misère en quelque sorte. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a tout le corps en fait d'État, les hauts fonctionnaires, qui sont aujourd'hui complètement ravagés par les idéologies gauchistes et tout ça, et qui n'avouent pas le principal, c'est-à-dire on ne peut pas reconstruire les industries si on a la main-d'œuvre non qualifiée, préférable, parce que tu peux en avoir 3 salariés qui foutent rien, mais qui coûtent moins cher qu'un seul, bien qualifié. Donc on ne peut pas. On ne peut pas reconstruire ce pays dans ces conditions. Donc, il faut revenir aux bases. D'abord, revenir à ce que c'est l'État français et ses propres intérêts, les intérêts de ses citoyens et de ses natifs. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, Lara, et ce n'est pas simple d'y répondre simplement directement. Je parle rarement, alors, les hauts fonctionnaires, oh là là, attention, là, il va falloir que je branche mon ordinateur parce qu'on me dit qu'il est trop faible.
La Je vais batterie. vous quitter 2 secondes. Attends, je vais essayer de Eh trouver ben, vas-y, prends ton temps et fais le nécessaire, Serge. D'ailleurs, quand tu reviendras, il y aura une question d'un auditeur qu'on connaît bien sur Radio Courtoisie et en particulier dans certains libres journaux, dont celui aussi, je saisis l'occasion de le saluer, du professeur Olivier Tournafont. Mais c'est pas Olivier Tournafont qui nous envoie ce message, mais quelqu'un qui le suit beaucoup. Il dit: Monsieur Federbush, instituer la rigueur par référendum, par la voix des électeurs du pays. Encore le vote, bravo pour votre courage, mais vous rêvez. Il va pouvoir y répondre, il est obligé de se reconnecter, puisque c'est bien d'avoir un ordinateur ou un ordinateur portable, mais de temps en temps, il faut le recharger. Donc je fais confiance à Serge d'un côté et à Arnaud à la technique de l'autre pour nous débrouiller rapidement cette Vous pouvez aussi situation. réagir à ce que je viens de dire, non, Nicolas? Qu'est-ce que vous pensez de ces institutions qui étaient vraiment faites pour nous garantir, pour nous sécuriser, quel que soit le choix politique? Aujourd'hui, ces institutions, par la voix des hauts fonctionnaires, ne sont plus du tout garants de rien. C'est-à-dire ils s'alarment que feu vert des politiques. Prenez le gouverneur de la Banque de France, il a laissé filer le déficit, il a autorisé la présentation d'un budget insincère par Bruno Le Maire. C'est-à-dire, il y a presque une parjure dans l'histoire. C'est très, très malsain. Vous le faites ça au sein d'une petite commune, mais vous êtes banni de la politique sur un budget insincère. Et nous, on a quand même des politiques et des hauts fonctionnaires qui se couvrent. C'est incroyable. Alors, à mon avis, l'histoire d'un revirement, que ce soit Moscovici, que ce soit en effet Villeroy de Galhau, que jamais moi pressenti pour occuper Matignon si on était arrivé jusqu'à un gouvernement technique. Voilà. Oui, c'est pas 4 premiers ministres en 2024, 2025, vous nous réserve peut-être 5 premiers ministres. Donc vous n'êtes peut-être pas encore, voilà, vous n'avez pas perdu le pari à mon avis. Là où c'est cousu de fil blanc, c'est qu'en effet ils se sont tus pendant des années. Pour reciter Villeroy de Galhau, c'est quelqu'un qui a été nommé par François Hollande, c'est-à-dire en 2015 ou 2016, avec un conflit d'intérêts manifeste. On peut revenir sur sa personnalité. Villeroy de Galhau, c'est un gars qui a fait Sciences Po, l'ENA, qui après a fait l'inspection des finances, il a même fait Polytechnique. Puis est parti très rapidement dans la banque, chez bien la banque, voilà, la banque. Il faut faire sa banque. Donc il est parti, voilà, comme Macron d'ailleurs, l'inspecteur des finances. Et puis il est revenu, il était directeur général, je crois, de la BNP. Enfin, bon, c'est un gars qui est présenté comme un grand commis de l'État. Il n'a cessé, non seulement, comme vous le dites, par lâcheté, de ne rien dire pendant des années de dérapage, et puis tout d'un coup, c'est comme un diable, il sort de sa boîte, mais c'est quelqu'un qui en plus est un cumulard des conflits d'intérêts. Je parlerai même pas de Moscovici, parce que là, c'est la caricature politique, c'est encore différent. Je réponds juste sur les hauts fonctionnaires. On pourrait dire la même chose des militaires actuels. Des militaires qui, je pense qu'on n'a plus les capitaines d'industrie, les hauts fonctionnaires dont vous parlez, qui ont été en effet un élément structurant. Regardez dans l'énergie. Quand on voit les grands capitaines d'industrie de l'énergie qui ont créé à la demande justement de l'État gaulien les grandes structures telles que EDF. C'était ce que j'appelle la Ve République dans toute sa gloire. On voit aujourd'hui que ça n'a strictement plus rien à voir. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut désespérer de tous ceux qui forment l'élite de la France. Il y en a qui sont, à mon avis, il suffirait d'une impulsion politique pour qu'ils retrouvent rapidement leur sens, le sens de l'État. Mais pour ça, il faut que ça vienne de la tête. Mao disait, le poisson pourrit par la tête. Donc je pense que incriminer les hauts fonctionnaires me semble être partiel, même si on ne doit en aucun cas les dédouaner d'une part non négligeable de responsabilité. Mais comme Serge est revenu et qu'il a à nouveau branché sa résurrection, on va le laisser répondre à ce qui était votre question, Lara, si vous voulez bien. Oui, alors donc les hauts fonctionnaires, ils sont partie du problème. Bon, c'est des gens qui vivent dans l'administration, dans la bête, d'une certaine manière. Il y a un mode de recrutement qui est quand même assez
fondée sur la reproduction du discours dominant. L'ENA, c'était une institution, et le succès d'année que Macron lui a trouvé, c'est une institution où on est sélectionné en fonction de sa capacité à tenir un discours dominant, plus qu'à l'inventer ou à le forger, hein, surtout à le tenir et à le tenir de manière, donc, je dirais, convaincante pour les auditeurs. Donc, ça favorise le conformisme et l'entre-soi mental, l'entre-soi intellectuel, l'entre-soi culturel. Et ce n'est pas de ce système-là qu'on peut attendre une solution, comme ce n'est pas de ceux qui sont responsables d'un problème qu'on peut raisonnablement attendre le plus souvent qu'ils soient traités. Si on fait la différence entre homme d'État et homme politique, c'est justement ça. L'homme d'État, c'est celui qui vient dehors, finalement, du circuit politique, du sérail politique, et qui va renverser les choses, comme De Gaulle l'a pu faire, comme Bonaparte l'a pu faire, comme Napoléon III l'a pu faire, etc. Les grands hommes d'État, ce ne sont pas des hommes politiques, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur. Bon. Et le sérail administratif, il produit des gens conformistes qui, à qui on enseigne que l'Europe, c'est l'alpha et l'oméga, et l'Union européenne, c'est l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut faire. Évidemment, il y a des dissidents, hein, j'en fais partie, je le dirais modestement, il y en a quelques-uns, il y en a d'autres, mais on n'est pas nombreux, et puis on est marginalisé, rapidement on est marginalisé. C'est logique d'ailleurs, moi d'une certaine manière, on ne plaint pas, si j'avais été dans des climats politiques plus rudes, on m'aurait fait peut-être purement simplement disparaître. Donc on rappelle que Serge Feder-Bush a fait l'École nationale d'administration, oui. Voilà pourquoi en direct il bat sa coulpe devant nous. Voilà, je bats pas mal coulpe. Bon, c'est un choix qu'on fait quand on est jeune parce qu'on cherche du travail. Moi, j'ai cherché du travail, ni plus ni moins. Donc, j'ai rencontré des gens de très bon niveau qui sont restés mes amis dans cette à l'école d'administration. Donc, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que c'est structurel. Le problème, c'est que ça privilégie effectivement des mentalités et des discours qui sont répétitifs, qui sont en fait agrégatifs et qui sont conformistes. Voilà. Et donc, et on va chercher d'ailleurs, comme tout système qui décline, il y a des individus de moins en moins recommandables qui finissent par s'y retrouver. Moscovici, qui est quand même un gars dont le nom est évoqué là pour Matignon, eh bien, qui a participé totalement à la déroute budgétaire de la France. Oui. Le gaspillage, partout où il est passé, ça n'était que gaspillage, et où on le retrouve à la tête de la Cour des comptes, qui est normalement l'organisme qui est censé lutter contre le gaspillage, et d'ailleurs où il viole, mais quasi quotidiennement, son obligation de réserve, parce que quand on est premier président de la Cour des comptes, normalement, on n'intervient pas dans le débat politique et même pas dans le débat international. Donc, il y a une perte de morale. Oui, le débat international, je crois qu'il a commis un tweet pour déplorer la victoire de Donald Trump. C'est inimaginable. C'est surréaliste, mais il devrait y avoir immédiatement une procédure engagée pour le dégager. Oui. Qu'un fonctionnaire lambda, à la limite comme je suis, prenne des positions en dehors complètement de ses fonctions, ça peut se comprendre, mais moi je ne suis pas premier président de la Cour des comptes, je ne suis pas vice-président du Conseil d'État, ou je n'ai pas ce type de fonction, donc je ne suis pas préfet de Paris, ça fait partie des fonctions les plus importantes de la République. Donc évidemment, là c'est typique d'une situation de déliquescence, hein, quand justement les frontières entre le politique et l'administratif deviennent à ce point brouillées qu'il n'y a plus aucun respect des règles fondamentales de la neutralité politique des très hauts fonctionnaires. Donc, on est dans une situation de crise inextricable et on se débat dans cette situation. Et les hauts fonctionnaires, ma foi, ça n'est qu'un des symptômes. Je ne crois pas qu'ils n'ont ni excès d'honneur ni indignité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur attribuer toute la responsabilité de la crise, mais évidemment, ils portent leur responsabilité dans cette crise. Et surtout, il ne faut pas en attendre, alors là, une solution pour en sortir, parce qu'elle ne viendra pas de là, elle ne peut pas venir de là. Ils ne sont pas bipés, ils ne sont pas créés, ils n'ont pas été sélectionnés pour vraiment raisonner hors du cadre. Donc, ce n'est pas possible. Ils peuvent au maximum être des petits Macron, c'est-à-dire des aventuriers à l'intérieur du cadre. Macron, c'est un aventurier à l'intérieur du système. C'est quelqu'un qui a pris de réels risques pour sa carrière, mais parce qu'il était soutenu par des grands hommes d'affaires, par les oligarques, d'accord, et qu'à l'intérieur, il a renforcé le système, mais à l'intérieur du système, il est resté dans le système. Il a fait que tout change pour que rien ne change. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut se rappeler de l'incroyable adhésion des hauts fonctionnaires et de la classe dirigeante française à la personne de Macron en 2017. Ils avaient trouvé le sauveur. Ils avaient trouvé celui qui, justement, avec ses 39 ans et son côté « je renverse tout », n'allait rien renverser et allait pouvoir perpétuer le système. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Patatras.
il a accéléré la décomposition du système. Et quand je disais ça à mes camarades de promotion et à mes amis, eh ben, ils me traitaient de jaloux, ils me traitaient d'aigri, enfin tout ce qu'on dit aux gens qui dénoncent les problèmes. Mais ben, maintenant, on y est. Macron, j'ai toujours été persuadé qu'il allait être l'instrument principal, le vecteur et l'accélérateur de la décomposition du système oligarchique et bureaucratique français, et il l'est. Et il va être, plus il voudra s'accrocher au poste, moins il voudra démissionner, plus il voudra rester, plus il va aboutir à l'accélération de l'effondrement et à une situation pré-révolutionnaire. Donc, je dirais d'une certaine manière aussi, laissons-le faire, laissons-le mieux s'entretuer avec Bayrou, parce qu'avec Bayrou, ils vont s'entretuer. Ça va pas durer très longtemps, cette histoire. Donc, voilà, pour reprendre une nouvelle référence gaulienne, mon cher Nicolas, Oui. la discorde chez l'ennemi. La Voilà. discorde chez l'ennemi. Oui. Eh oui, eh bien, c'est la discorde chez l'ennemi entre les oligarques, entre les macronistes, les bérouistes, entre les uns et les autres. Ils vont tous se bouffer. Bien, laissons-les se bouffer. Alors, c'est pas bon pour la France, mais essayons d'accélérer les choses et puis essayons de passer à autre chose, mais autre chose radicalement en sortant complètement de ce système. Alors, Serge Federbusch, énormément de réactions de nos auditeurs sur Radio Courtoisie dans ce libre journal de géopolitique profonde. Une, mais vous n'avez pas pu l'entendre, vous étiez en train de rebrancher votre ordinateur. Monsieur Federbusch, instituer la rigueur par référendum, par la voix des électeurs du pays. Encore le vote, bravo pour votre courage, mais vous rêvez. Alors, mais je conçois effectivement que ce n'est pas une chose facile. Je ne dis pas instituer la rigueur par référendum. Je dis qu'il faut commencer les référendums par redonner les moyens que cette discipline, plus que rigueur, soit utile. Parce que sinon, elle est inutile. Ça ne sert à rien. Et ça, c'est la nasse dans laquelle aujourd'hui encore Bayrou ou Macron sont. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de vouloir adopter une politique à la grecque pour serrer la ceinture des Français si on le fait dans le cadre monétaire actuel avec un euro qui est beaucoup trop élevé pour l'industrie française. Oui. On va avoir simplement de l'austérité qui va ne conduire qu'à davantage d'austérité. C'est peine perdue, c'est inutile. Donc retrouvons les moyens que notre discipline soit au service d'une véritable entreprise, une véritable stratégie de reconquête politique, de reconquête économique. Si on fait de l'austérité dans le cadre actuel, ça ne mène à rien, ça mène à la ruine. C'est ce qu'ils font depuis 20 ans, sans aucun résultat. Et d'ailleurs, quand ça devient insupportable, on l'a vu avec les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils nous inventent? Ils nous inventent finalement un quoi qu'il en coûte à l'occasion du Covid, qui est un moyen de desserrer complètement les cordons de la bourse pendant 1 an ou 1 an et demi. C'est la fête au village à nouveau. On dépense, et puis on renvoie les violons du bal à être payés plus tard. Un auditeur, Serge Federbusch, qui n'est pas du tout d'accord avec vous. La rigueur, point d'interrogation. Quand les riches doublent leur fortune en 2 ans et ont un taux d'imposition inférieur à votre boulanger, un peu de sérieux. Oui, bon, alors ça, il ne faut pas... bon, évidemment que moi, je suis le premier à dénoncer Bernard Arnault et la clique d'oligarques qui ont mis Macron au pouvoir. Et c'est vrai qu'ils ont des systèmes pour limiter leurs impôts. Bon, mais il faut voir quand même quelque chose. D'abord, même s'ils sont quelques-uns et même si leur fortune est considérable, au regard des enjeux financiers qui aujourd'hui sont les enjeux de la France, c'est dérisoire. C'est-à-dire que quand bien même on prendrait à Bernard Arnault les 100 milliards de patrimoine qu'il a, et encore il les a parce que c'est calculé au regard de la valeur de ses actions, mais si demain les actions LVMH baissent, il en aura beaucoup moins, d'accord? Quand bien même on leur prendrait tout, on n'aurait pas remboursé le 5e de la dette publique française. Donc ensuite, ces gens-là peuvent partir, peuvent délocaliser. Il m'a été donné de savoir que quand Macron ou Barnier ont envisagé de taxer beaucoup plus lourdement les profits, par exemple, de Total, eh bien, le président de Total leur a expliqué que Total, aujourd'hui, c'est une entreprise qui peut délocaliser son siège aux États-Unis, au Canada ou n'importe où très rapidement, avec des centaines et des milliers d'emplois qui disparaîtront avec, parce que, aussi bien juridiquement que même dans l'origine de ses profits, Total est une vraie multinationale. Ça n'est plus qu'une française de papier aussi, d'une certaine manière. Donc, il faut faire attention à ça. Bon, on ne peut pas aller avec un discours digne de LFI, de Mélenchon, c'est-à-dire on va faire payer les riches, on va mettre Bernard Arnault et tous ces gars-là à récipiscence et puis on va les taxer à fond. On ne peut pas vous dire à ça parce que, par exemple, quand on prend la flat tax sur les profits et les produits financiers,
On dit oui, c'est dégueulasse, c'est scandaleux, hein, ça leur fait une espèce de privilège. Mais il faut savoir quand même, et même si c'est difficile à entendre auprès des gens qui m'écoutent, je le dirais quand même, mais on ne fait que revenir à la situation normale. On ne fait que revenir à la fiscalité qui accourt à peu près partout. On était parti d'une fiscalité qui était beaucoup trop élevée en France. On ne fera pas l'économie d'un véritable, plus que toilettage, il faut repenser de A à Z, comme Musk envisage de le faire aux États-Unis ou comme Milei le fait en Argentine. On ne fera pas l'économie d'une mise à bas, d'une bureaucratie qui est devenue complètement inutile et qui nous coûte une fortune. Alors ça peut paraître contradictoire, mais pour moi, ça ne l'est pas. Retrouver l'indépendance, c'est se remuscler. Se remuscler, c'est se débarrasser de la mauvaise graisse, se débarrasser de ce qui nous coule aussi, parce que tout participe à ça, les mauvais choix de politique macroéconomiques qui ont été conduits depuis 20 ou 30 ans, la suradministration dans la haute administration, mais la suradministration aussi dans la petite administration qui parfois n'est pas utile. C'est pas un discours facile à dire, c'est pas un discours, encore moins un discours agréable à entendre, mais tant qu'on ne veut pas voir cette réalité, eh ben on court à notre perte. Et puis à la fin des fins, qui va ramasser le morceau à ce moment-là? Ce sont les plus démagogues, c'est-à-dire les gars de LFI. Il ne faut pas oublier le danger de Mélenchon. Il est toujours là, le danger de Mélenchon. Et moi, ce que je craignais le plus dans toutes ces opérations récemment, c'est que Macron, par goût du risque et par finalement défi et par son côté incendiaire, ne finisse par mettre les Mélenchoniens au pouvoir en disant après tout, démerdez-vous, que Mélenchon me débarrasse de Le Pen et qu'ils se bouffent aussi entre eux. Eh ben, c'était la Sainte-Lucie hier, vendredi 13, et elle ne fut pas à la fête comme on pouvait l'imaginer. Peut-être je t'ai arrêté, mais parce qu'il y a beaucoup de questions d'auditeurs, j'ose à peine te lancer sur ce sujet d'un auditeur, et parce qu'il y a beaucoup d'autres questions ensuite, donc il faudra moduler ton temps, Serge, par rapport à ceux qui, au niveau de l'État, se réveillent tout d'un coup pour dire nous filons vers la ruine alors qu'ils n'ont rien dit pendant des années. Cet auditeur, c'est comme à la ville de Paris, on n'a pas beaucoup entendu crier à la gabegie. Opposition complice ? Alors, j'ai écrit en 2009 sur mon site de l'Annopolis un article en 2009, donc ça fait 15 ans, hein, pour ceux qui savent compter, qui s'appelait la gabegie. Ben voilà. D'accord ? Le trou. Voilà. C'est-à-dire qu'en 2009, je dénonçais, il y a 15 ans, la situation budgétaire de la ville de Paris financière. Évidemment, personne n'a repris ces articles, personne n'y a donné la publicité qui était nécessaire. On voyait dès 2009 le problème d'Alanoë à l'époque et d'Hidalgo ensuite, c'est-à-dire qu'ils étaient en fait à gaspiller l'argent des droits de mutation, ce qu'on appelle les droits de notaire, qui leur donnaient une espèce de... Ils sont passés de 200 millions d'euros, plus ou moins sous Tibéri, à 1 milliard 500 millions par an. Donc ça leur a donné la possibilité de gaspiller. Un politicien socialiste, eh bien, c'est le rêve pour lui. L'idéal du politicien socialiste, c'est pouvoir gaspiller et dilapider l'argent. Bon, donc ils se sont retrouvés face à un magot. Les choses sont claires comme ça. Bon, ils ont gaspillé tout ce qu'ils pouvaient. Là, ils étaient dans leur idéal de la politique, dans leur idéal de l'être, hein, comme aurait presque dit un psychanalyste. Et donc, ils se sont donnés à fond et la dette a monté. Ils ont augmenté, quand ça ne suffisait plus, ils ont augmenté les impôts, ils ont alourdi considérablement les impôts. Donc, s'il y a quelqu'un qui a dénoncé la gabegie, alors là, je ne sais pas qui est cet auditeur, mais il est mal informé. Non, il parlait, je pense, de l'opposition, il ne parlait pas de vous, Serge, il parlait peut-être de Madame Dati, de l'opposition de complaisance. J'étais dans l'opposition à l'époque, c'est pour ça que j'ai un peu pris... j'étais dans l'opposition, mais évidemment, le problème quand l'État gaspille, comme quand la collectivité gaspille, c'est que par capillarité, il y a beaucoup de gens qui en profitent. Donc malgré tout, même si c'est dénoncé par un certain nombre d'élus qui voient bien la difficulté, malgré tout, les maires d'arrondissement d'opposition ou les élus d'opposition, eh bien, ils arrivent de temps en temps à faire progresser un dossier qui leur est cher par la dépense publique, par la dépense de la collectivité locale. Donc, ils sont très ambigus vis-à-vis de ça. Là, il y a les miettes, il y a le festin, et puis il y a les miettes. Et parfois, il y a des gens qui se contentent des miettes. Et ça aussi, c'est très pervers et c'est très dangereux. Alors, deux questions sur lesquelles on passera rapidement, mais on va les citer. Emmanuel Macron a pour mission de détruire la France. Il l'a dit lui-même. J'ai 78 ans, nous dit cette auditrice. Mon entourage ne veut pas l'entendre. C'est désespérant. Merci pour vos émissions. Un auditeur, deux espèces sont nuisibles pour la France, les young leaders
Et les francs-maçons, frère Latruelle. Allez, François Bayrou. Alors là, cette question, elle est intéressante. C'est intéressant d'y répondre. Enfin, elles sont toutes intéressantes, mais je pense qu'il faut avancer. Donc, certaines font avancer un petit peu l'émission. François Bayrou n'incarne-t-il pas déjà, par son esprit paradoxal, nous dit cet auditeur, le projet d'une 6e République fédérale pour une renaissance française et en finir avec la décadence provoquée par le centralisme jacobin? Moi, je pense que François Bayrou, on ne sait pas ce qu'il va faire. Ouais. Lui-même ne le sait pas non plus, d'ailleurs. Il est arrivé, il est là. Il sait bien que sa durée de vie est extrêmement comptée, parce que là, qui va aller dans son gouvernement? Évidemment, ni LFI ni RN, ça on est bien d'accord. Les socialistes ont dit qu'ils n'iraient pas, les écolos ont dit qu'ils n'iraient pas, et les LR, maintenant, ils se tapent tellement qu'ils risquent de ne pas y aller, donc finalement, il a encore moins de spectre Retailleau, politique. il va. En tout cas, il ne sera peut-être pas suivi par tous. En tout cas, le spectre politique, c'est ce que je disais au départ, se réduit. On est dans un entonnoir. C'est-à-dire qu'il a encore moins, d'une certaine manière, Bayrou. Il a plus que comme socle plus ou moins dur, que les macronistes. Bon, voilà, dans leurs différentes composants. Et encore, les gens d'Attal, les gens de Édouard Philippe ne sont pas forcément ses amis, loin s'en faut, loin s'en faut. Et ça, il le sait. Donc, s'il prend Matignon, c'est parce qu'il en rêvait depuis tout petit, d'accord? Et puis parce que c'est sa dernière chance, je pense. Donc, il est dans une logique de la dernière chance, dans une idéologie du dernier coup à jouer. Bon, ça, c'est un premier point. Et puis, on ne sait pas, il ne sait pas lui-même. Peut-être qu'il va essayer de trouver une solution et peut-être qu'il va provoquer un bras de fer avec Macron. C'est peut-être lui qui va provoquer ça. On n'en sait rien. On est dans une situation qui a une part de ridicule, effectivement, avec ces cortèges de ceux qui vont devenir Premier ministre, qui doivent faire demi-tour et rentrer dans leur province, avec un contrat. Donc, on est dans le ridicule, on est dans une sorte de vaudeville, c'est une pièce de Courteline, mais, comme disait Ionesco, tout est comique, tout est tragique. Et donc, on peut passer du comique et du grotesque au tragique. Et Bayrou, on ne sait pas ce qu'il va donner, il peut effectivement à un moment se dire que la condition de sa survie, c'est une opposition frontale avec Macron, et il peut lui-même prendre on est dans la déliquescence, tout peut se passer, il peut lui-même prendre la tête du combat contre Macron, en se disant que c'est peut-être la seule carte à jouer pour lui. On n'en sait rien, parce que en tout cas, ce qui est certain, c'est il est certain, et moi si j'étais à la place de Bayrou, je me le dirais matin, midi et soir, en me rasant et sans me raser, c'est que si toutes les mêmes causes produisent les mêmes effets, il a moins de moyens encore de s'en sortir que Barnier. Donc, s'il refait du Barnier, il est foutu à peut-être même moins de 3 mois. C'est juste. C'est très juste. On rappelle que François Il Bayrou... faut qu'il trouve quelque chose. On rappelle que François Bayrou, juste, mais je te laisse développer, a apporté sa signature et son parrainage à l'élection présidentielle, à la candidature de Marine Le Pen, et a encouragé d'ailleurs un certain nombre d'élus de permettre cette candidature. On peut se demander s'il a même pas... On peut se demander s'il n'a pas fait la même chose avec Nicolas Dupont-Aignan. Mais Marine Le Pen n'avait pas besoin de la signature de Bayrou. Hein. C'est un spectacle, parce qu'elle a suffisamment d'élus locaux, et donc elle aurait eu ses parrainages sans problème. Il y avait d'autres candidats. Voilà. Mais alors, on va revenir à la notion. Alors, je ne crois pas du tout que Bayrou ait le profil pour. Mais cette notion d'homme d'État, l'homme d'État qui est en dehors du système, finalement, d'une certaine manière, c'est quelque part souvent un traître. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui... va devoir abandonner un certain nombre de gens qui l'ont soutenu pour les intérêts supérieurs de l'État et de la nation. Bon, si on prend un autre, palois béarnais célèbre, beaucoup plus célèbre que Bayrou, à savoir Henri Cadre. Henri Cadre, sur lequel Bayrou a beaucoup écrit. Oui, mais justement, ici, il a dû réfléchir à Henri Cadre, Bayrou. Henri Cadre, c'est quoi? C'est le chef du parti protestant, le numéro 1, qui va, pour devenir roi, Paris vaut bien une messe, trahir toutes ses troupes, tous ses amis, son entourage, pour épouser la cause catholique, pour devenir roi. Parce que Paris valait une messe.
Voilà, c'est le traître, c'est l'incarnation du traître absolu qui va devenir d'ailleurs ensuite le roi le plus populaire pratiquement de l'histoire de France. Ce Vergalon. Mais Roi Serge, il Henri. aimait son peuple, c'est Bon, ça la différence. Il aimait je ne sais sincèrement pas, son c'est même pas peuple. sûr. Je pense que Mais si, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Je pense que c'était quelqu'un aussi qui était mu par une ambition personnelle. Et puis ensuite, c'est le peuple qu'il a aimé plus que Serge va lui. bientôt faire de Bayrou un homme d'État. Non, ouais. mais je ne te dis pas ça, je On est- te dis qu'on Une ne sorte de sait pas. Bismarck. Bon, mais le problème de Bayrou, c'est pas tellement ses intentions, parce qu'il n'en a pas et il ne sait pas comment s'en sortir. Le problème de Bayrou, c'est qu'il n'a pas les moyens de quand bien même voudrait-il trahir tout le monde, d'accord, et trahir Macron en premier, en disant, bon, Macron, maintenant, tu dois dégager. On peut imaginer qu'il arrive, on peut, non, mais ne rigole pas, on peut Et qu'il se fait imaginer. élire président avec Non, Marine Le Pen, on Premier peut- ministre. on peut imaginer qu'il arrive à Matignon, au bout de 3 semaines, un mois, sur le perron, et qu'il dise je me rends compte que la situation est bloquée. Je l'ai dit au président de la République, la situation est bloquée par le fait que c'est lui désormais qui est l'élément bloquant. C'est de la politique Et donc, fiction, on se régale là. Mais oui, mais on est dans la fiction. Et qui aurait cru? Alors, excuse-moi, mais j'étais presque, on était très peu nombreux en tout cas, à dire que le Rassemblement national voterait la censure il y a quelques mois. On me disait, tout le monde disait, mais non, ils feront pas ça, c'est pas dans leur intérêt, ou bien alors l'agenda pénal de Marine Le Pen fait qu'elle va essayer au contraire d'amadouer le pouvoir et elle n'osera pas. Bon, les gens pensent toujours que l'improbable est impossible, d'accord? Mais l'improbable peut être possible. C'est ça aussi, la vie et le sel de la vie et de la politique. L'improbable est possible. Bon, et Bayrou, il est certain que s'il reste dans son entonnoir, il est foutu. Donc, il va devoir trouver une solution. Et cette solution, ça peut être un conflit avec Macron pour justement apparaître comme celui qui va essayer de sauver la République contre le président. Il peut aller au bout, encore plus loin dans la traîtrise. C'est pire, là, Serge, c'est un infanticide. C'est son enfant chéri, Mais Macron, peu importe, celui bah qui oui, a mais porté voilà. les couleurs du centrisme, l'espoir fou que François Non, Bayrou non, n'avait non, pas réalisé, Bayrou, lui. Non? c'est pas du tout ça. Bayrou est un mec qui voulait être président de la République, Ouais. d'accord, et qui a réalisé qu'il ne pouvait pas l'être. Il a à un moment fait une œuvre finalement, il a fait un examen de conscience. Il s'est rendu compte en 2016 qu'il n'y arriverait pas. Il a vu Macron émerger, soutenu par les oligarques. Il a compris qu'il y avait une carte à jouer et il s'est dit, je préfère sauver ma carrière politique et sauver mon clan et mon groupe et me retrouver avec quand même pas mal de députés et continuer à exister politiquement avec une probabilité de 80 à 90%, plutôt que d'essayer de tenter le coup de mon aventure personnelle et de m'en sortir avec 3% de chance de m'en sortir. Il a fait un calcul. Bayrou n'en a rien à faire de Macron. Bayrou s'est servi de Macron comme Macron s'est servi de Bayrou. La politique, c'est une histoire où les gens se servent les uns des autres. Et donc, Bayrou s'est servi de Macron et il peut continuer, il peut décider demain que Macron ne le sert plus et qu'au contraire, il lui est utile d'être celui qui va porter le coup de grâce à Macron. Parce que s'il apparaît sur le perron de Matignon de l'Élysée en disant désormais Macron est le problème et moi je démissionne s'il ne démissionne pas, d'accord? Voilà. Si Macron ne démissionne pas, moi je démissionne. Ben, tu vas voir. Il démissionnera et puis c'est tout, ben et oui, Macron le remplacera par quelqu'un Ce d'autre. que tu ne vois pas, Nicolas, c'est que la cote de popularité de Bayrou, là, à ce moment-là, elle prend 20 ou 30%. D'accord? Parce que les gens, ils détestent Macron. Et s'il est habile, Bayrou peut devenir, paradoxalement, comme Henri IV, son grand modèle, est devenu le chef du clan catholique, d'accord? Il peut devenir le chef de l'opposition à Macron. En un coup de cuillère, comme ça, en un claquement de doigts. La politique, ça réserve des surprises de ce type-là. Et donc, bon, ça peut paraître complètement incongru, mais si on a affaire à des gens qui ont un sens de la politique, je dirais un sens du jeu dans la politique, comme pouvait l'avoir Napoléon III, comme pouvait l'avoir Bonaparte, comme pouvait l'avoir De Gaulle, d'une certaine manière. Alors là, je vais te dire quelque chose qui ne va pas te ravir en tant que gaulliste, mais De Gaulle, il a trahi les partisans de l'Algérie française pour rester au pouvoir. Il les a trahis, d'accord? On va pas lancer ce sujet aujourd'hui. Oui, mais il leur a dit, je vous ai compris sur le forum d'Alger. Moi, ma mère était sur le forum d'Alger. Bon, quand il a dit ça, elle a bientôt 99 ans. Elle lui en veut toujours à De Gaulle. C'est pour ça d'ailleurs que la France est dans cette situation. Hein, mais bien sûr. Mais il a fait une erreur. Ensuite, c'était les accords d'Évian de permettre un traitement privilégié, finalement, pour les Algériens. Mais moi, je ne lui en veux pas du tout à De Gaulle de ce qu'il a fait au moment de l'Algérie française, même si ma famille a dû partir de l'Algérie. C'était nécessaire, c'était inéluctable. Ça n'était pas
viable. Et là, il a agi en homme d'État. C'est-à-dire qu'il a su, à un moment, qu'il a compris que les forces qu'il avait soutenues n'étaient plus forcément les forces qui pouvaient continuer à assurer le destin et l'avenir du pays si on leur donnait une entière satisfaction, tout au moins. Donc, moi, je crois qu'on est dans une situation extrêmement fluide. Bon, il faut sous-estimer personne. On a tous envie de prendre Bayrou pour un crétin. Il faut vraiment conclure, voilà. Serge. Voilà. Ne prenons pas Bayrou pour un crétin, ne prenons pas Macron pour un crétin. Ce sont des gens nuisibles, ce sont des gens qui n'ont pas de conviction, mais ce ne sont pas forcément des abrutis. Et de cette situation, tout peut survenir, tout peut surgir. Bon. Donc préparons-nous à tout. Merci beaucoup Serge Schellerbouch. Et sans réaction, les auditeurs, bonjour à tous, le système est vicié à tous les niveaux. Que dire du rapport d'un député sur les 6 à 7 millions de cartes vitales frauduleuses? Rapport mis de côté qui coûte 1 milliard annuel depuis des années, des économies dans un premier temps, sans essentiellement serrer la ceinture au peuple est possible. Gabegie ou pillage, dit cette auditrice, c'est la salve de notre auditrice fétiche. Je vous écoute et cette politique de crotte, je me retiens, me fait penser au film La Firme. Peut-être dernière affirmation d'un auditeur. Le Premier ministre dernier nommé fut un temps ministre de l'Éducation nationale. Après son passage au niveau scolaire, n'a cessé de s'effondrer à l'image de ses pairs qui n'ont jamais assumé leur responsabilité pour l'améliorer. Qu'attendre de telles petites gens? Merci beaucoup Serge pour ta participation. On a passé 1h30 extrêmement agréable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Lara. Très bien. Eh ben merci. Merci aussi. Merci Nicolas aussi. Eh ben merci à Arnaud. Merci à Patrice. J'ai vu qu'il avait la jambe qui traînait un peu. Il est comme moi. On a un peu la patte qui traîne. Bon, ça ira mieux bientôt. Je vous souhaite une excellente journée, chers auditeurs. Et je laisse la place à Mike Borowski. Toujours en liberté, semble-t-il, contrairement à certains de ses comparses. Il sait de quoi je parle. Voilà, c'est fini cette émission et Arnaud me le signifie. Au revoir, chers auditeurs, et à très vite, à la semaine prochaine. Vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.